Ceci est le dossier de l'une des plus grandes escroqueries techniques de l'histoire militaire. On le qualifie souvent de chef-d'œuvre d'ingénierie, mais alors, pourquoi ces moteurs Maybach surchauffés prenaient-ils feu spontanément dès le déchargement des wagons ferroviaires, transformant des machines de guerre flambant neuves en torches inutiles, avant même d'avoir tiré le moindre obus de 75 mm? Pourquoi des unités d'élite furent-elles contraintes de maquiller ce colosse, en le peignant en vert olive et en lui soudant de fausses plaques pour imiter le chasseur de chars américain M-Dix lors d'une opération de tromperie aussi illégale que désespérée dans les Ardennes qui se solda par un fiasco sanglant? Nous révélons pourquoi ce monstre de près de 45 tonnes, né d'une réaction de panique face au choc technologique du T-34 soviétique, fut finalement jugé comme stratégiquement sans valeur et mécaniquement autodestructeur par l'armée française elle-même, qui tenta en vain de l'exploiter après 1945. C'est la chronique d'un prédateur à la technologie futuriste, mais dont la complexité aberrante a scellé sa propre perte. Oubliez le mythe de l'invincibilité germanique. Voici la vérité nue et embarrassante sur une machine dont les défaillances techniques ont poussé plus d'équipages allemands au désespoir que le feu de l'ennemi. En l'an 1941, la Panzerwaffe allemande subit un choc technologique brutal sur le front de l'Est, un événement qui ébranla les fondements mêmes de la suffisance militaire de la Wehrmacht et déclencha une réaction en chaîne de décision aussi précipitée que lourde de conséquences. L'apparition soudaine du char moyen soviétique T-34 agit comme le catalyseur involontaire d'un programme d'armement qui n'était nullement prévu dans la planification systématique du Reich, rendant obsolètes, du jour au lendemain, les concepts existants des Panzerkampfwagen 3 et 4. La réaction du commandement allemand fut marquée par un mélange toxique de panique et d'hybris techniques. Les développements en cours chez la firme Henschel pour la classe des 30 tonnes furent immédiatement stoppés net pour faire place à une conception radicalement nouvelle, destinée non seulement à rattraper le retard sur l'adversaire soviétique, mais à l'écraser par une puissance de feu et un blindage supposément supérieur. Le 18 juillet 1941, Rheinmetall reçut l'ordre de développer un canon de 75 mm doté d'une longueur de tube démesurée, capable de perforer 140 mm d'acier blindé à une distance de 1000 mètres. Parallèlement, les firmes Daimler-Benz et MAN furent chargées de concevoir un châssis de la classe des 35 tonnes, censé établir de nouveaux standards en matière de mobilité et de protection. Le cahier des charges tactico-techniques ressemblait à la liste de vœux d'un mégalomane déconnecté de la réalité industrielle. Une largeur allant jusqu'à 3150 mm, une vitesse de pointe de 55 km/h et un blindage frontal de 40 mm, le tout propulsé par un moteur surpuissant devant atteindre 700 chevaux-vapeur. C'est dans cette phase initiale que se révéla la première absurdité du programme, connu sous le nom de code Panther. Le projet de Daimler-Benz, désigné en interne VK3002DB, n'était en substance qu'une copie servile du T-34. Les ingénieurs avaient adopté sans vergogne les avantages observés chez l'ennemi, notamment le moteur diesel, la transmission par l'arrière et la position de la tourelle très avancée vers l'avant. Bien qu'Adolf Hitler, séduit par la ressemblance frappante avec le modèle soviétique à succès, ait d'abord favorisé ce plagiat, le Heereswaffenamt, le bureau de l'armement de l'armée, intervint pour une raison remarquablement banale, mais pragmatique. Les experts craignaient que la silhouette du char n'entraîne des tirs fratricides de la part de l'artillerie allemande, qui le confondrait inévitablement avec un T-34 ennemi. De plus, la propulsion arrière contredisait la doctrine allemande traditionnelle qui privilégiait une transmission complexe via un arbre de transmission vers les barbotins situés à l'avant. Ainsi, le choix de la commission Panther se porta finalement sur le projet de la firme MAN, techniquement plus indépendant, mais aussi infiniment plus complexe. Cette victoire de l'ingénierie sophistiquée sur la raison pragmatique aboutit à la création d'un véhicule qui, dès la planche à dessin,
explosait sa classification d'origine. Alors que les spécifications initiales prévoyaient un poids de 35 tonnes, le projet MAN, alourdi par des ajouts constants de blindage et des modifications structurelles, enfloue rapidement pour devenir un colosse de près de 45 tonnes. La Wehrmacht avait de facto développé un char lourd, mais persistait paradoxalement à vouloir l'utiliser comme un char moyen, une erreur de calcul fatale qui allait condamner le train de roulement et la transmission à une surcharge chronique jusqu'à la fin de la guerre. La pression temporelle qui pesait sur ce projet était totalement irrationnelle et conduisit à un mépris funeste pour toutes les normes de test et de validation. Hitler exigea de manière ultimative que le premier engin soit achevé dès juillet 1942, suivi de 2 autres en août. Le prix de ce monstre technique, sans même compter son armement, s'élevait à 117 000 Reichsmarks, une augmentation astronomique comparée aux 96 000 Reichsmarks d'un Panzer III. Les 2 premiers prototypes, V1 et V2, furent fabriqués pour septembre 1942, mais lors des démonstrations sur le terrain d'entraînement de Bad Berka, des défauts massifs du train de roulement apparurent immédiatement. Cependant, au lieu de retarder la production pour corriger ces vices techniques majeurs, la fabrication en série fut politiquement forcée, car le Panther était jugé indispensable comme arme miracle pour l'offensive d'été planifiée pour l'année 1943. On commanda 250 véhicules avant même que la conception ne soit, ne serait-ce que vaguement, apte au combat. Un autre épisode grotesque de cette histoire de développement fut l'ordre éphémère d'Hitler d'installer un canon avec une longueur de tube de 100 calibres, un projet techniquement irréalisable qui échoua heureusement, l'arme n'existant tout simplement pas encore. Lorsque le 11 janvier 1943, le premier Panther de série quitta les chaînes de montage, il s'agissait d'un véhicule de la version Ausführung D qui, malgré son apparence futuriste, dissimulait en ses entrailles une bombe à retardement technique. Ces premiers modèles, équipés initialement d'un frein de bouche à chambre unique et d'une coupole de commandement peu pratique, souffraient d'une divergence fatale entre leur puissance de feu dévastatrice et la fragilité de leurs organes moteurs. Les 20 premiers exemplaires de la série 0 durent même être relégués exclusivement à l'instruction à l'arrière du front, tant leurs insuffisances les rendaient inaptes au combat réel. Néanmoins, la machine s'emballa de manière inarrêtable, propulsée par l'objectif délirant de fournir suffisamment de chars pour le 12 mai, date initiale de l'opération Citadelle, sans se soucier du fait que les équipages n'avaient pratiquement pas eu le temps de se familiariser avec cette technologie hautement complexe et sujette aux pannes. Le baptême du feu tant attendu en juillet 1943, dans le cadre de l'opération Citadelle, tourna à la débâcle, surpassant les pires cauchemars des critiques et exposant sans pitié l'absurdité d'un développement précipité. Lorsque les quelques 200 machines, flambant neuves de la 10e brigade blindée, spécialement constituée pour l'occasion, furent transférées vers le front, l'immaturité grotesque de cette conception éclata au grand jour. Avant même que le premier coup de canon ne puisse être tiré sur un blindé soviétique, de nombreux véhicules tombèrent en panne lors du simple déchargement des wagons ferroviaires ou durant la courte marche d'approche vers les zones de déploiement. Le compartiment moteur se révéla être le talon d'Achille de tout le système, car des conduites de carburant non étanches laissaient goûter de l'essence directement sur les systèmes d'échappement portés au rouge, transformant une multitude de chars en brasiers et les calcinant totalement sans qu'aucun ennemi ne soit seulement en vue. Les joints d'étanchéité ne résistaient pas au dégagement de chaleur, les moteurs surchauffaient presque instantanément dans l'été russe, et les équipages étaient littéralement assis sur une poudrière qui menaçait d'exploser moins sous l'effet des tirs adverses que par ses propres vices de construction. Les statistiques de ce premier engagement se lisent comme un réquisitoire accablant contre l'arrogance technique du commandement de l'époque, car parmi les engins lancés à l'assaut,
la quasi-totalité signala des défaillances mécaniques dès les premiers jours de l'offensive, les bris de boîte de vitesse et les incendies moteurs susmentionnés constituant les causes principales. Il régnait une telle pénurie de véhicules de dépannage lourds que ces colosses de 45 tonnes, gisant inertes sur le champ de bataille, durent souvent être abandonnés et finalement dynamités par leurs propres troupes pour ne pas les laisser à l'ennemi, inversant ainsi l'utilité stratégique de ces unités. L'arme miracle promise se dégrada d'elle-même en un cauchemar logistique, engloutissant plus de personnel de maintenance et de pièces de rechange que les lignes de ravitaillement surextensibles ne pouvaient en fournir, forçant les généraux à la mer, constat que les pertes dues aux insuffisances techniques dépassaient de loin celles causées par l'action ennemie. Pour tenter de maîtriser ce désastre, une campagne de rattrapage frénétique fut lancée directement sur le terrain, mais elle ne pouvait guère corriger les erreurs de conception fondamentales de la version Ausführung D, les problèmes étant profondément enracinés dans l'architecture surcomplexifiée du véhicule. Des équipes d'ateliers tentèrent, dans les conditions les plus primitives du front, d'installer des boucliers thermiques et de remplacer des pompes, mais l'enchevêtrement du train de roulement imbriqué rendait toute réparation en opération extrêmement pénible. Pour changer un seul galet interne endommagé, il fallait souvent démonter plusieurs roues externes, une tâche titanesque. La boue et la poussière se figeaient entre les roulements étroitement espacés, bloquant la suspension et provoquant d'autres pannes qui immobilisaient le char, en faisant une cible statique facile. Pourtant, au milieu de ce chaos de moteurs fumants, de transmissions brisées et de mécaniciens jurant de désespoir, un phénomène inquiétant émergea, qui devait influencer de manière décisive la suite de la guerre malgré toutes les pannes. Les rares équipages dont les machines ne rendirent pas l'âme et qui parvinrent effectivement jusqu'à la ligne de front rapportèrent une performance balistique qui éclipsait tout ce qui était connu jusqu'alors, déployant une puissance de destruction presque surnaturelle, même à des distances extrêmes. La pièce maîtresse de cette architecture paradoxale était le canon de char 42, un instrument de précision d'un calibre de 75 mm et d'une longueur de tube exceptionnelle de 70 calibres qui, sur le plan balistique, éclipsait même le célèbre canon de 88 mm du Tigre. Grâce à une vitesse initiale énorme de plus de 930 mètres par seconde, cette pièce d'artillerie pouvait pulvériser pratiquement n'importe quel blindé allié à des distances allant jusqu'à 2000 mètres, bien avant que l'adversaire ne puisse ne serait-ce qu'approcher sa propre portée efficace. Mais cette puissance de feu impressionnante était confinée dans une tourelle dont l'ergonomie pouvait au mieux être qualifiée de claustrophobe et qui, en raison de l'absence initiale d'un extracteur de fumées efficace, menaçait d'asphyxier l'équipage par les gaz de tir, après quelques coups seulement, jusqu'à ce qu'un système de ventilation complexe soit installé après coup. Le blindage suivait rigoureusement le principe des surfaces inclinées, de sorte que la plaque frontale, d'une épaisseur réelle de 80 mm, offrait une protection effective équivalente à plus de 140 mm d'acier vertical, faisant ricocher les projectiles alliés sans effet. Cette invulnérabilité frontale était cependant achetée au prix d'une asymétrie dangereuse, car les parois latérales, d'une épaisseur de seulement 40 à 50 mm, restaient si fines qu'elles pouvaient être percées même par les fusils antichars légers de l'infanterie, rendant impératif le montage ultérieur de lourdes jupes latérales de protection. Une autre curiosité technique résidait dans le mantelet semi-cylindrique de la tourelle, dont la courbure inférieure déviait souvent les projectiles ennemis directement vers le toit fin de la caisse. Un vice de conception grave, connu sous le nom de piège à obus, que l'on tenta de corriger tardivement par un moule modifié doté d'un menton de protection. Le projet atteignit cependant le sommet de la surenchère technologique avec l'introduction des premiers systèmes de vision nocturne infrarouge actifs au monde, connus sous le nom de code Sperber, qui firent leur apparition sur le front dès la fin de l'année 1944.
Un projecteur infrarouge de 200 watts monté sur la coupole du commandant permettait d'engager des cibles dans l'obscurité totale à 200 mètres, soutenus par d'immenses véhicules semi-chenillés, équipés de projecteurs Uhu encore plus puissants, transformant la nuit en jour. Il ne manquait pas d'une certaine ironie tragique à voir la Wehrmacht installer des systèmes de combat nocturnes révolutionnaires alors qu'elle manquait simultanément de carburant pour déplacer les véhicules en plein jour. Toutes ces composantes ultramodernes reposaient sur ce fameux train de roulement imbriqué à barre de torsion, qui, s'il offrait une excellente plateforme de tir en mouvement, poussait tout mécanicien au désespoir lors de la maintenance. Pour remplacer un seul galet interne endommagé de la rangée intérieure, il fallait démonter laborieusement jusqu'à 4 roues externes, une opération souvent impossible dans les conditions de combat, conduisant à ce que des véhicules réparables soient simplement dynamités lors des retraites. Ainsi naquit un système d'armes qui semblait invincible sur le papier et dans les duels à longue distance, mais qui, dans la réalité asymétrique de la guerre mobile, restait extrêmement vulnérable par sa propre complexité et ses flancs exposés, dès lors que l'adversaire parvenait à contourner la défense frontale rigide. Dans les paysages étriqués et cloisonnés du bocage normand, tout le potentiel contradictoire de ce système d'armes finit par se manifester, là où des commandants isolés comme Ernst Bachmann parvinrent, par une exploitation habile du blindage frontal impénétrable, à figer sur place des colonnes alliées entières. Cependant, ces succès tactiques locaux pâlirent rapidement face à l'un des épisodes les plus absurdes de toute l'histoire opérationnelle du char, qui se déroula durant l'offensive des Ardennes en décembre 1944 et qui poussa le désespoir du commandement allemand à son paroxysme symbolique. Sous les ordres d'Otto Skorzeny, fut constituée la 150e brigade blindée, dont la mission était de semer la confusion loin derrière les lignes ennemies. Une tâche pour laquelle 4 Panthers de la version Ausführung G furent modifiés dans une sorte de carnaval technique grotesque afin de ressembler aux chasseurs de chars américains de type MDix. Les ateliers de campagne procédèrent à l'ablation des coupoles de commandement caractéristiques, soudèrent des plaques de tôle supplémentaires sur la tourelle et la caisse pour dissimuler la silhouette typique du félin allemand et peignirent les véhicules d'une teinte vert olive standard de l'armée américaine, complétée par de grandes étoiles blanches. Ce bal masqué coûteux échoua cependant lamentablement face à la réalité matérielle, car les chenilles larges et l'inconfondable train de roulement imbriqué trahissait immédiatement l'origine allemande de l'engin pour tout observateur averti, sans compter que les plaques d'acier ajoutées surchargeaient encore davantage un châssis déjà à la limite de la rupture. Lorsque ces ersatz de MDix rencontrèrent la 120e division d'infanterie américaine près de Malmedy, le camouflage s'avéra inutile, et ils furent systématiquement neutralisés tant par les unités américaines réelles que par leur propre artillerie, qui ignorait tout de cette supercherie. Tandis qu'à l'ouest, de telles opérations commando bizarres tournaient au fiasco, les équipages du front de l'Est se voyaient confrontés à une menace d'une toute autre nature, qui éleva la course aux armements à un niveau inédit, le char lourd soviétique IS-2. Lors de ces duels de titans, il apparut que le Panther, malgré son canon hyper performant, n'était nullement le souverain incontesté du champ de bataille, car il ne pouvait espérer percer le blindage frontal massif du géant soviétique qu'à des distances inférieures à 500 mètres, alors que le canon de 122 mm de l'adversaire pouvait littéralement démanteler un Panther à n'importe quelle distance de combat usuelle. Cette infériorité balistique contraignit définitivement les unités allemandes à adopter le rôle de chasseurs à l'affût défensif, obligés d'exploiter ces optiques supérieures pour frapper depuis une embuscade, au lieu de réaliser ces percées dynamiques pour lesquelles le char avait été initialement conçu comme outil offensif. Même l'introduction de variantes spécialisées,
tel que le char d'observation Panthère, qui emportait une simple maquette en bois à la place du canon, dans une tourelle montée de manière rigide, mais qui était bourrée de télémètres de haute précision, ne put rien changer à la défensive stratégique globale. Les derniers grands engagements, notamment lors des offensives du lac Balaton en Hongrie en mars 1945, se transformèrent ainsi en un cimetière pour les unités restantes, où ces machines techniquement brillantes, mais logistiquement insoutenables, restèrent souvent immobilisées, faute de carburant, et furent sabordées par leurs propres équipages, peu après avoir tiré leurs derniers obus. Alors que les lignes de front se resserraient inexorablement et que l'infrastructure industrielle s'effritait sous le pilonnage incessant de l'aviation alliée, les ingénieurs allemands, plutôt que de simplifier la production ou de fiabiliser les systèmes existants, se réfugièrent dans un monde imaginaire d'utopie technique. Jusque dans les ultimes soubresauts du conflit, des ressources précieuses furent gaspillées pour des projets chimériques comme la version Ausführung F, qui devait être équipée d'une nouvelle Schmalturm, ou tourelle étroite, censée économiser du poids et intégrer un télémètre stéréoscopique, ou encore pour le totalement illusoire Panther II, qui prévoyait l'installation du colossal canon de 88 mm du Tigre royal. Cette obsession technocratique, véritable fuite en avant déconnectée de la réalité logistique, eut pour conséquence que jusqu'à la fin des hostilités, seulement environ 6000 Panthers furent achevés. Un chiffre dérisoire face aux plus de 50 000 T-34 soviétiques ou aux dizaines de milliers de Sherman occidentaux qui privèrent ces fauves Allemands hyper complexes de toute importance opérationnelle par leur simple masse et leur endurance mécanique. La déconstruction définitive du mythe n'eut cependant pas lieu sur le champ de bataille, mais dans les rapports de clôture sobres et impitoyables de l'armée française, qui, après la guerre, équipa pendant quelques années le 503e régiment de chars de combat avec des Panthers capturés pour combler les vides de son propre arsenal. Les équipages français dressèrent un constat dévastateur. Le véhicule était stratégiquement immobile. Ils notèrent que les réducteurs finaux, ces engrenages essentiels transmettant la puissance aux chenilles, cassaient en moyenne tous les 150 km et que la durée de vie du moteur dépassait rarement les 1000 km avant de nécessiter un remplacement complet. De plus, la rotation de la tourelle sur des pentes s'avérait impossible, car le mécanisme de pivotement, sous-dimensionné, ne parvenait pas à vaincre la gravité pour mouvoir le poids du canon, rendant le char factuellement inoffensif en terrain accidenté. Ainsi, le bilan de ce prédateur d'acier reste une leçon magistrale d'échec stratégique. Le Panther était un chef-d'œuvre tactique de balistique et de blindage, qui a fini par s'étouffer sous sa propre complexité. Il représentait l'exact opposé de ce qu'un véritable char de guerre doit être, à savoir un outil simple, robuste et productible en masse. Au lieu de gagner la guerre, le Panther a englouti les matières premières les plus précieuses et des millions d'heures de travail pour une sophistication d'ingénieurs qui, si elle remportait chaque comparaison théorique sur le papier, avait déjà perdu la guerre d'usure industrielle dès la planche à dessin. L'Allemagne ayant choisi l'arrogance de la perfection plutôt que le pragmatisme du nombre.